et l'affection de tout ce que j'aimais. Plus de frères, plus d'amis, plus de femmes, plus d'enfants qui daignent dans mon exil me témoigner un souvenir, un espoir, une larme, un sourire. Non, non mon ami, tu ne sais pas. L'on ne sait pas dans quelle torture morale est l'exilé, dont le cœur et la pensée restent sans écho. C'est un suicide moral, plus terrible que la mort. C'est la vie dans une tombe. La vie n'était vraiment pas facile pour eux, mais je crois que c'était surtout une déprime morale. Et puis en plus, physiquement, après d'abord, il fallait construire les bâtiments. Et parmi ces bâtiments, il y avait quelques prisons. Et les prisons, c'était des prisons mais affreux, y compris quelques cellules individuelles ou des bagnards ou des communards qui n'étaient pas très corrects selon l'administration. Ils ont passé 15 jours, un mois en prison, attachés à la barre, on disait, allongés et attachés avec les mains menottées. La dureté de vie dans ces bagnes que subissaient les exilés ou transportés est racontée dans les lettres censurées que gardent monsieur et madame Béziers. Bien que ce climat ne soit pas absolument mauvais, je l'accepte difficilement. Et chaque jour me prouve que la vie s'use vite ici. 60 ans. C'est un peu tard pour commencer une vie nouvelle. Ce qui reste de vivant en moi, c'est un ardent amour pour mon pauvre pays et une profonde affection pour vous tous. C'est vraiment une très belle lettre, celle-là. Moi, chaque fois qu'on la dit ou je la trouve. Moi, je ressens beaucoup d'émotions parce que c'est des gens en fait ils sont punis injustement, ils sont loin de chez eux et on sent toujours dans leurs écrits une colonne vertébrale, quoi, quelque chose de très digne, c'est vraiment des gens bien, quoi, c'est des gens qui en ont dans le ventre, quoi. Jeanne Béziers éprouve toujours la même compassion en relisant les lettres de déportés. Émue aux larmes par les récits de ces hommes dont elle tient à transmettre la détresse qu'ils ont partagée avec les exilés algériens. On a beaucoup parlé dans l'histoire des déportés de la commune, mais les Algériens, c'est vrai, ont été beaucoup oubliés dans cette histoire. Mais ils étaient là, ils existaient. وليام الأحباب غابوا يا مالي يا مالي يا وليام الأحباب غابوا يا مالي Les Algériens, eh bien, ils sont constamment oubliés. Ils n'ont absolument pas la possibilité et le droit de se déplacer, contrairement aux Européens qui, eux, enfin aux Français, la même en l'occurrence, qui, eux, peuvent eh bien, se déplacer, qui obtiennent des passeports pour aller sur la grande île principale de la Nouvelle-Calédonie. Les Arabes, ils étaient encore plus malheureux que les déportés français, qui avaient la possibilité, grâce à l'administration, puis les gens parlaient déjà français, il y avait les écoles, il y avait les missionnaires, ils avaient une petite estime envers les déportés français, mais envers les Arabes, c'était vraiment une méconnaissance et puis un mépris. C'est en 1878 que sur la Grande Terre, les Kanaks se voyant spoliés de leurs terres s'insurgèrent. À leur tête, le grand chef Ataï. L'administration pénitentiaire mobilisa déportés communards et algériens pour mater la révolte kanak. Triste moment où les opprimés se retrouvèrent face à face. 130 ans après, les chercheurs s'interrogent sur cet événement historique, marquant la vie des insurgés. On a transporté comme ça des problèmes de colonisation d'Algérie, on les a transportés en Nouvelle-Calédonie. Et puis, l'histoire des pays colonisés, c'est toujours une histoire dure, et c'est toujours une histoire difficile pour tout le monde.
Et on voit bien cette utilisation de l'administration où quand on voit des évadés arabes ou des fortes têtes, qui est-ce qui va les chercher? C'est la police indigène, c'est-à-dire la police kanak. Et il est clair que, évidemment, au moment de la répression contre les Kanaks, ceux qui ont été poursuivis aussi par la propre police kanak, ils s'en vengeaient eux aussi, c'est clair. Il y a tout un système là d'utilisation des uns contre les autres qui fait que l'administration coloniale peut s'installer, mais ça existe partout. Je suis sûr que les gens d'El Mokarani et les gens donc des communards se considèrent comme des gens courageux, honnêtes, etc. Mais en même temps, ils méconnaissaient le droit des Kanaks à être ce qu'ils étaient. De même les Anglais quand ils arrivent dans le continent australien. Et c'est ça qui est le plus terrible, c'est nous, gens ordinaires qui constituent la majeure partie de l'humanité, sommes en partie responsables, partiellement et beaucoup plus que partiellement, du malheur qui arrive dans le monde. Les jeunes descendants d'Algériens et de Kanaks ont tout compris. Coloniser la terre, coloniser un endroit qui était encore sauvage. Ensuite, par les lectures, un monde cruel, ouais. Un monde cruel, sans pitié, où on a manipulé les hommes. Donc mes origines, parce que d'un côté j'ai des origines arabes et puis de l'autre côté des origines kanaks. Donc je dis toujours à mes enfants que les Kanaks au début ce sont eux qui gardaient les Arabes et qui leur faisaient du mal. Et quand on a eu besoin des Arabes pour mater, ou on a eu besoin de monde pour mater la révolution kanak, les révoltes kanak, on a fait appel aux Arabes en leur accordant la promesse de liberté et tout. Donc oui, ils n'ont été que des pions, des pions qui ont été déplacés par la France, hein, parce que c'est la France, ça aurait été un autre pays colonisateur, je pense que ça aurait été la même chose, mais ils ont été des pions. Ils ont été des pions. En plus de l'éloignement, les déportés algériens furent privés de tout courrier, de toute nouvelle qui leur parvenait de leur famille. L'administration refoulait systématiquement toutes les correspondances en arabe. Ce que j'ai retrouvé, moi, c'est des lettres en arabe que je pourrais vous montrer éventuellement, mais je ne sais pas lire l'arabe, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, les lettres écrites par les déportés eux-mêmes qui se retrouvent là sont en arabe. D'ailleurs, est-ce que ça a été censuré? Oui, quand c'était destiné à quelqu'un de la famille. Mais celles que j'ai retrouvées aux archives, elles étaient destinées à l'administration. Hein. Donc là, elles étaient là normalement. Mais celles qui étaient destinées à la famille, qui étaient en arabe, elles sont toujours là. Nicole Célestin nous plonge dans le monde des lettres censurées. Alors ça, c'est une lettre qui émane du gouvernement général de l'Algérie, gouvernement général civil, qui est adressée au ministre de la Marine et des Colonies. Et cette lettre est du 27 juin 1976. Monsieur le ministre, à la date du 11 mars 1975, le nommé Cheikh Mohamed Ben El Haoussim, déporté à la Nouvelle-Calédonie, île des Pins, numéro de matricule 2940, m'a adressé une demande tendant à obtenir des nouvelles de sa famille résidant dans la tribu des Béni Ouassif du cercle de Fort National. Il prétendait avoir écrit à ses parents 28 lettres qui étaient toutes demeurées sans réponse. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien faire connaître à ce déporté que les membres de sa famille sont en bonne santé et qu'aucun n'est mort depuis son départ. Ses frères lui ont écrit, disent-ils, 6 fois et n'ont jamais reçu de réponse. On peut commenter cette lettre en disant que les 28 lettres ne sont pas parties et que les lettres écrites par la famille ne sont pas arrivées à leur destinataire. C'est des choses malheureusement qui arrivaient souvent et c'est beaucoup plus plausible que le fait que le déporté n'ait pas écrit. Je pense aux déportés, je me dis, mais eux, c'était pas possible. C'était pas possible du tout. Il y avait des mois d'attente pour juste peut-être une lettre qu'ils allaient recevoir
Ou si cette lettre était censurée, ils n'allaient pas recevoir la lettre du tout. C'était le seul contact avec l'extérieur, sauf quand un autre bateau arrivait avec d'autres déportés encore. Silhouette, homme blanc, burnous blanc, souvent je vous ai croisé dans notre exil, offert à la mémoire brisée par les alizés. Homme silence, tissé de nostalgie, si souvent j'ai deviné votre présence, tournée vers le pays des oliviers. Catherine Laurent, écrivain, les a vus dans son imaginaire. Elle leur dédie un recueil de poèmes. Je sentais la présence de ces déportés, je sentais leur nostalgie, leur souffrance. Et très souvent, quand je me promenais dans la campagne ou quand j'étais à Quito, je les voyais débarquer, je les voyais marcher dans leur gandoura. Et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont pu souffrir d'être là. Ils devaient franchement se demander ce qu'ils avaient fait pour mériter ça. Parce que même si l'île des Pins, c'est un endroit magnifique, c'était quand même une prison qui n'était pas dorée du tout. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on a le culte de l'histoire. La mémoire est sacrée. Pour parler à la mémoire de ces hommes-là, pour dire, vous avez cru mourir seul ici, vous avez cru être seul et finalement, votre mémoire a traversé le temps et vous n'avez pas été oublié et votre histoire n'a pas été une histoire en vain finalement. C'est pour dire vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas été seul finalement dans la mémoire et l'histoire se poursuit et il y a des gens maintenant qui pensent encore à votre destin si particulier. L'île du Causse, un autre site de détention qu'on appelait enceinte fortifiée, située sur une colline sauvage. Véronique de France nous conduit vers ce lieu qui respire la souffrance, où chaque pierre garde l'empreinte de ses déportés. Alors ici, c'est la prison dans la prison, puisque c'est l'enceinte fortifiée pour tous ceux qui étaient punis, donc mis au cachot. Donc il ne reste bien sûr que ce grand mur, seuls les tôles ont disparu, mais on retrouve des petits témoins de la vie à l'intérieur. Et là, c'était pour la barre de justice, c'était une barre qui était mise le soir pour attacher tous les déportés, puisqu'ils portaient un anneau au pied, et donc cette barre passait dans tous les anneaux qui les maintenaient crochés pendant toute la nuit. Considérés comme meneurs et perturbateurs, certains déportés algériens furent internés dans ces lieux, comme en témoigne cette photo. Un endroit où séjourna Rochefort, avant son évasion de cet enfer quelques mois après son arrivée, où certains finirent par perdre tout. Ils étaient arrivés à attendre, à devenir fous ou dans le silence, puisque souvent dans ces lieux-là, il y avait un interdit de parler, un interdit d'émettre un bruit. Donc ils y vivaient quelques années et puis après quelques mois, tout dépendait du temps qui leur était imparti. Et après rejoignaient soit leur camp, mais bon, certains ont vécu toute une partie de la déportation dans ce lieu-là. En face de la presqu'île du Causse, de l'île Nou, nous parvient l'appel de Pascal Grousset, déporté de la Commune de Paris. Quand un homme arrive au bagne, il perd sa personnalité. Il est rasé, habillé d'un costume spécial, enchaîné par le pied, désigné par un numéro, astreint aux travaux les plus durs, il devient une machine. Mais une machine qui souffre. Ici, en deux mots, travailler et souffrir. Donc quand ils arrivaient au bagne, ils perdaient leur nom, on leur donnait un numéro matricule qu'ils devaient apprendre par cœur, car on ne les appelait plus que comme ça. Ils perdaient leurs droits civiques et on leur donnait un chapeau de paille pour travailler au soleil. Et il y avait 3 modèles de chaînes. Il y avait ce modèle-ci qui fait 1,50 m et 4 kg. Il y avait un modèle qui attachait les 2 pieds ensemble, à peu près écartés comme ça. Donc pour marcher, ils étaient obligés de traîner les pieds. Et le 3e modèle, le plus dur peut-être, c'était 2 prisonniers enchaînés avec la même chaîne. Ce qui ne les empêchait pas de travailler et enchaîner 2 par 2. Déportés et transportés se confondent dans le même espace, subissent les mêmes peines.
Ahmed Lamouri, depuis notre arrivée, s'est attaché à nous. Et il nous raconte l'histoire des vieux qui étaient à l'île Nou. Il parle de leur humiliation, de leur souffrance. Il raconte en pleurant. Il a parlé pour que nous soyons les futurs témoins de l'histoire, de leur histoire. Pendant leur séjour de bagne, qui s'étaient maltraités moins que des animaux. Ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas de soins, ils n'avaient aucune nouvelle de leur famille, et le prix de leur terre, de leur famille, je viens de le dire, pour venir dans un pays qu'ils ne connaissaient pas du tout. On les emmenait à nos villes là-bas qu'ils appelaient l'île Nou. À l'île Nou, jusqu'à par la fin, ils mangeaient le savon. Le savon, ils mangeaient par la fin. Celui qui me l'a dit, c'est des vieux qui étaient là-bas. Ahmed Ben Larbi ou Chittah ou Taïb Soufi ou Abdelkader ou Miloud ou Koul, qui gînent le bagne, quoi. Malgré la volonté de l'administration d'effacer toute trace des conditions de détention très dures, l'histoire en a décidé autrement. On retrouve aujourd'hui des photos prises en 1877 qui montrent le boulevard du crime, des condamnés à mort, des bannières encorvées. Ici, on parle encore de la barre de justice et de la soupe versée dans les galoches. Le bagne, ça a été une abomination, le bagne. Les punitions prévues au bagne contre à l'occasion de la moindre velléité de révolte étaient terribles. Il y a par exemple cette histoire de poussette. On vous met les doigts dans une espèce d'engrenage et on serre jusqu'à que les doigts soient écrasés. Je veux dire. Il y avait les coups de fouet, etc. Et puis il y avait sur l'une des avenues entre guillemets principales d'une des prisons, en fait, la guillotine qui rappelait qu'au à la moindre révolte, vous pouviez laisser votre tête. En France, les langues se délient et les députés avec à leur tête Clémenceau et Victor Hugo se sentent élevés pour demander l'amnistie des révoltés de 1871. Quelques années plus tard, en 1880, une loi fut votée amnistiant les déportés de la Commune. Il va y avoir en 1880 une amnistie générale pour tous les événements qui sont survenus au cours de l'année 71 sur le territoire considéré comme français. J'insiste sur cette définition parce qu'à l'époque, l'Algérie est déjà considérée comme un territoire français. Ce n'est plus une colonie de statut, ce sont des départements. Donc, il était normal, puisque cela traitait de tous les événements politiques, il était normal que les insurgés de 1871 obtiennent, au même titre que les communards, leur amnistie. Et d'ailleurs, quand on explique que eux ne l'auront pas, eh bien le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, qui est chargé de la déportation, l'administration pénitentiaire, est surprise. Elle ne comprend pas pourquoi il faut qu'il continue de maintenir sur place les Algériens. Cette amnistie générale a touché tout le monde sauf les Algériens. Il faut le signaler. Pourquoi ? Parce que pour les déportés algériens qui ont été condamnés par le tribunal de Constantine, il n'y a pas eu de décret de déportation. Et donc, la déportation, du point de vue de la simple procédure judiciaire, était illégale. Il n'y avait pas de papier juridique justifiant leur présence en Nouvelle-Calédonie. Donc, le décret d'amnistie ne pouvait pas les amnistier puisqu'ils n'avaient pas de décret de déportation. Ça, c'est un premier fait qu'il faut aussi signaler du point de vue de l'après. L'amnistie a été proclamée, mais les déportés algériens en ont été exclus. Les communards rentrèrent chez eux et l'île des Pins se vida. Seuls demeurèrent les Algériens, dont l'isolement s'accentua malgré la beauté de l'île. Déjà, l'île des Pins elle-même était un bagne. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'échapper d'ici. D'être ici, c'était déjà une prison. C'était une punition morale surtout. C'était le fait d'être loin, plus de 6000 lieues, loin de la famille. Ça, c'était la terrible punition. Le tout était dur finalement, et pour la plupart, dans les écrits que j'ai trouvés, peu ont chanté les louanges de cette belle île. Maintenant, les gens viennent ici légèrement et disent « Quelle belle île, quel paradis !» Mais eux, les communards
Et probablement les Kabyles ne disaient pas ça. Ils disaient « Oh, qu'on puisse rentrer chez nous ». Ouais, ils sont tellement malheureux en fait de la séparation. En fait, ils parlent jamais de cette beauté de l'île que nous on a découverte là en y allant. Et d'ailleurs, on est surpris quand on arrive de voir la luxuriance de la végétation, les couleurs, la mer et tout ça. Mais eux, pratiquement, ils ne le voient pas parce que la prison, elle est véritablement dans leur tête, quoi. Ils sont tellement loin. Sur cette île marquée par les briques rouges de l'administration pénitentiaire, on rencontre des témoins muets qui ont traversé le temps, des arbres centenaires, le château d'eau construit par les déportés qui continue à servir jusqu'à nos jours et un autre lieu sacré, le cimetière, où nous avons fait une halte. Moment très émouvant pour nous, en regardant les tombes anonymes de ces hommes morts de chagrin, loin des leurs. Pourquoi les tombes sont anonymes pourquoi 2 tombes ne sont pas anonymes ça c'est une grande question, mais là j'ai pas de réponse exacte à apporter à ce sujet. À l'entrée du cimetière, sur une plaque commémorative, un hommage des déportés à leurs compagnons, morts sur cette terre, se termine ainsi. Vous qui passez, songez à ces hommes et à ces femmes qui sont morts ici, loin de chez eux, sans avoir revu leur patrie. Le monument qui est ici a été construit par les déportés avant leur retour en France, vers les années 1880, pour garder une mémoire de leur souffrance ici à l'île des Pins. Théotie et Cléo se recueillent un instant sur ce monument, érigé en souvenir des déportés. On lit sur ce monument réalisé par les communards les noms de 2 Algériens, Tahar Ben Akli et Ali Ben Gellouz. Lors de son inauguration le 14 juin 1871, Léon Bourdon, déporté de la commune, s'adressant aux morts arabes. Vous êtes parmi nos morts le symbole de la fraternité. Comme nous, vous avez combattu pour la liberté. Vous avez partagé notre exil et nos souffrances. Nous saluons en vous l'ardente foi mahométane. Nous disons avec nos coreligionnaires, Allah est grand et Mahomet est son prophète, car nous sommes libres penseurs, c'est-à-dire que nous respectons la foi de chacun. Ce discours fort montre le lien qui unissait les 2 communautés. Ici se séparèrent leurs chemins. Les communards retournèrent chez eux et les Algériens continuèrent à être déportés en Nouvelle-Calédonie. Elle se poursuit au-delà, il y a d'autres déportés politiques algériens, des révoltes du Sud-Oranais dans les années 1881-85, qui sont envoyés également en Nouvelle-Calédonie. Elle s'arrête autour des années, à peu près autour des années 1900. Oh